Mazoul, bonsoir. Vendredi passé, pendant l'émission où nous vous ouvrons habituellement le standard, pour vous laisser vous exprimer librement et en direct sur un sujet ou un autre, un téléspectateur de Skikda nous avait reproché de trop noircir le tableau, de ne parler que des aspects les plus sombres du régime. Une autre fois, un autre monsieur, un invité, très proche du régime, M. Benhamou, nous avait accusé, de façon très dure d'ailleurs, de vouloir semer le chaos dans le pays. Je reprends ses propres termes. Parce que nous n'évoquions jamais, nous a-t-il dit, ce que le régime avait réalisé. Ni les logements, ni l'autoroute, ni les hôpitaux et autres miracles du genre, dont tous les Algériens savent par ailleurs ce qu'il en est réellement. Mais le plus choquant n'est pas dans l'attitude des alliés du régime ou de ses Baltagia, mais dans celle des gens ordinaires qui pensent vraiment et sincèrement que critiquer ce régime, c'est faire le lit de la violence, de la catastrophe, c'est vouloir replonger le pays dans la violence. Et ils sont relativement nombreux dans cette situation. Syndrome de Stockholm, de gens qui sont fascinés, sidérés par leurs bourreaux, par leurs tortionnaires, ceux qui les mènent droit à la ruine, victimes d'une propagande qui dure depuis un demi-siècle et qui a réussi à inséminer dans l'esprit des pauvres gens que quiconque critique le régime ne peut le faire que sous l'impulsion de la main étrangère, qu'évoquer seulement les turpitudes des barons du régime est l'équivalent de la haute trahison, non seulement contre l'État, mais même contre la mémoire des chouhadas. Ces questions se posent vraiment, parce que ces gens sont sincères et qu'ils pensent vraiment que critiquer le régime, c'est mettre le pays en danger. Oui, ils pensent vraiment que le rôle de la presse est de consacrer l'essentiel de son temps à chanter les louanges du régime, comme l'a fait la presse publique pendant 50 ans, et comme continuent de le faire aujourd'hui les médias du râtelier. Ce que nombreux de nos compatriotes n'imaginent même pas, tellement ils sont enfermés dans ces logiques propagandistes primaires. Et qu'en Occident, et toute proportion gardée, la presse ne parle jamais des réalisations de logements, de barrages, de routes, d'écoles, d'universités et autres infrastructures. Et pourtant, Dieu sait combien elles sont nombreuses et quelle est la qualité de leurs réalisations, comment elles ne sont pas systématiquement génératrices de corruption. La presse n'en parle jamais, parce que c'est dans l'ordre des choses, pour un État normal, de produire, de construire, de gouverner, d'encourager l'initiative, la création de la richesse, de la gérer au mieux et de façon la plus transparente possible, de surveiller les grands équilibres du pays. Par contre, ce qui fait les unes de la presse écrite et les prime time des chaînes de télévision sont les scandales, les irrégularités, les violations du droit. Encore que ces scandales et ces violations qui font les choux gras de la presse sont infiniment moins choquants et moins nombreux que ce qui se passe chez nous. Parce que la norme dans ces pays n'est pas la même que chez nous. Parce que la norme en Algérie est que tout se passe de travers. Et que lorsque de temps en temps quelque chose se déroule à peu près conformément au propre discours du régime, alors c'est que c'est une infime exception. C'est cela que nos sociétés ne parviennent pas encore à appréhender, parce qu'elles ont été conditionnées de façon à réagir par la négativité, de façon à rester dans l'obéissance, dans l'approbation de tout ce que commet le régime, aussi criminel soient ses dépassements, aussi catastrophiques puissent-ils être, même s'ils ont provoqué des milliers de morts, des milliards de dollars de prédation, une hémorragie migratoire, l'incertitude des lendemains, tout cela ne compte pas. L'essentiel est que, pour ces gens trop nombreux à mon avis, critiquer le régime, dénoncer ses exactions, ses turpitudes, ses dépassements, ses violations, est considéré comme de la haute trahison, non pas seulement contre l'État, mais même contre la mémoire des chouhadas. C'est dire.
aujourd'hui. TSA, rougeole, l'épidémie s'étend à d'autres wilayas, par Riyad Hamadi. El Watan, l'Akhdar Brahimi affirme qu'il a récupéré toutes ses prérogatives. Bouteflika est le vrai décideur, par Majid Makedi. Algérie Focus, justice. Le fils d'un ancien ministre agresse et tente d'enterrer vivant un avocat, par Elias Nour. Algérie, couacs éloquents. Des couacs comme des couacs, mais qui sont très éloquents, très significatifs. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le titre de notre émission. Pour en parler, j'ai avec moi ici, sur le plateau, Azdine Zalani, juriste, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamaldine. Nazim Taleb, militant pour la démocratie, mouvement Rachad. Merci Nazim d'être avec nous. Merci de l'invitation. En Skype, depuis Alger, nous aurons avec nous Saleh Dabouz, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et néanmoins avocat. Merci Saleh Dabouz d'être avec nous. Azdine Zalani, la dernière fois, vendredi, donc nous ouvrons le sondage, comme je viens de le dire, et pour les téléspectateurs qui s'y expriment, et un téléspectateur de Skikda vous avez interpellé. قال لي انا شخصيا قال لي علاش تضل تسود في الاوضاع كيما هكا. Vous ne dites que le mauvais côté, le côté sombre de l'Algérie, c'est pas bien ça, il faut tout dire, le mlih, le qbih. D'autres nous disent, pourquoi vous ne parlez pas des réalisations comme Ben Hammou, l'avocat Ben Hammou, président de parti El Karama, pourquoi vous ne parlez pas des barrages qu'on a construits, des autoroutes, des ceci, des cela, des écoles, pourquoi vous parlez que des... Et moi j'aimerais que les gens comprennent, les gens qui ne connaissent pas un peu l'Occident, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tout l'Occident, que la presse ne parle pas des bonnes choses. Elle ne parle pas des bonnes choses parce qu'elle considère que c'est normal que l'État construise, qu'il gère, que les entreprises gèrent. Et au contraire, la presse ici, la télévision, elle est à l'affût du moindre petit problème, du moindre petit scandale qu'elle monte en épingle. Et si elle faisait l'inverse, la presse occidentale, personne ne la suivrait. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi, chez nous, dans nos pays, dans les régimes despotiques généralement, on considère que celui qui critique le régime est passible de haute trahison. C'est un traître, c'est un harkiste, tout ce qu'on veut. Et après, on arrivera à des cas précis qui sont arrivés au cours de ces derniers jours, qui ont provoqué une clameur publique et dont les gens ne veulent pas qu'on en parle, justement. Dieu vous en prie. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'avis de ce monsieur qui vous a appelé, oui, je ne pense pas qu'il représente la majorité de la population, ou ne serait-ce qu'une bonne minorité. Parce que, d'après ce que j'ai appris, par-ci, par-là, d'après, beaucoup de gens écoutent les émissions de votre télévision, y compris ceux qui s'opposent à la ligne politique ou politico-religieuse ou autre, etc. Ils l'écoutent avec beaucoup d'intérêt. Et je pense aussi que les Algériens, dans leur majorité, n'ont pas un avis aussi extrême concernant la presse, parce qu'il n'y a qu'à voir l'émission de la télévision algérienne, par exemple, comment elles sont boudées totalement par la population, qui cherche partout à zapper et à chercher les télévisions extérieures, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit de France, etc., pour pouvoir s'informer, ou ne serait-ce que pour passer des bons moments. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que ces gens sont sincères. C'est pas qu'ils sont des baltagias, c'est pas que c'est des gens qui ont quelque chose à perdre si le régime tombe. Non, ils considèrent vraiment que celui qui critique, ils disent même pas Nizam, ils disent Doula. Ils considèrent que les gens qui dirigent le pays en ce moment, c'est l'État. Et que les critiquer, c'est critiquer l'Algérie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, des gens nous interpellent, ils disent « Pourquoi vous passez votre temps à critiquer l'Algérie ?» Ils ne disent pas le régime, ils ne disent pas le Nizam, l'Algérie. Il y a la confusion entre État et pouvoir, ça s'est toujours produit, effectivement, chez nous. Il y a une confusion entre État, la nation, qui représente la nation, et le pouvoir politique. Et pourquoi dans des pays occidentaux, jamais vous trouverez quelqu'un attaqué la presse, lui dit « Pourquoi vous critiquez la France ou vous critiquez l'Allemagne lorsqu'on s'en prend au chef d'État ou à un ministre ?» Je ne peux pas aborder Essayez de nous expliquer d'où vient... Sincèrement, la presse algérienne est effectivement à régresser par rapport
aux années 90. Oui. On sent qu'elle elle est bien prise en charge, comme le reste des institutions, des partis politiques, etc. Donc, c'est là qu'il faudrait peut-être critiquer. C'est l'absence d'avis contraires, l'absence de débat, l'absence de critiques, y compris des critiques gouvernementaux. Parce que les éloges au gouvernement, au pouvoir et autres, etc., il y en a beaucoup. Oui. Ceci dit, je maintiens quand même mon avis que l'avis de ce monsieur qui vous a interpellé, je ne pense pas que ce soit l'avis de la majorité des Algériens. Non, c'est sûr que ce n'est pas l'avis de la majorité. À la recherche. Mais ils sont nombreux quand même. Ils sont relativement nombreux. Les gens qui considèrent que dénoncer le régime, c'est attaquer la nation, c'est attaquer l'État, ils sont quand même assez importants. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Sinon, le régime serait tombé, je vous dirais. Nazim, votre avis sur la question? C'est un vague sujet quand même. Il y a plusieurs points. Il y a des points historiques. C'est-à-dire que depuis des siècles, on a vécu sous des sultans, soit des émirs qui ont les pleins pouvoirs. Et donc forcément, et puis le colonialisme, et puis le régime. Voilà, donc depuis déjà l'Abbasiyin, l'Umayyin, donc déjà on était en cet état de fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas avec le sultan, soit vous êtes tué, soit vous êtes emprisonné. Donc depuis des siècles déjà, l'avis qui est contraire à ce qu'on veut qu'il soit, déjà il est réprimé dans le sang. Et on se souvient de beaucoup de ulama. Ça, c'était le cas de toute l'humanité. Même les gens qui vivaient sous l'Empire mérovingien. Sauf que certains pays, notamment si on parle de l'Europe, il y a eu quand même des philosophies, des Luther, etc., qui ont fait que nous, on n'a pas forcément suivi pas eu cette révolution intellectuelle où, effectivement, on devait distinguer les choses. Mais on a eu quand même des mouvements indépendantistes qui nous avaient promis la liberté, qui nous avaient promis que la volonté populaire s'exprimerait, qui nous avaient promis que le colonisateur serait chassé pour que la souveraineté revienne au peuple et au peuple seul. Et il y avait ce fameux slogan, il n'y a qu'un seul héros, le peuple. Oui, mais ça, c'était plus, à mon avis, des slogans que la réalité, parce qu'on a vu quand même que, aussi bien pendant l'histoire algérienne coloniale, au niveau du MTLD, PPA, Farhat Abbas, même après, il y a eu même des clashs au niveau des gens du FLN, pour le contrôle du FLN. On se souvient quand même des exécutions de Abban Ramdan, des exécutions entre FLN et MENA. Donc, il y a eu... je veux dire, il y a eu le slogan, effectivement, le peuple, c'est le batal, mais dans la réalité, on a confisqué au peuple toute et ça liberté. Continue à ce jour. Et ça continue à ce jour. Mais le peuple, pourquoi il est complice de sa propre oppression? Non, attendez, que le régime soit de cette nature. Attendez, je n'ai pas encore fini mon raisonnement. Donc il y a cet héritage historique. Secondo, il y a aussi la propagation des chaînes, je dirais, religieuses, où c'était, pour moi, prémédité, dans le sens où toute voix dissonante, c'était la fitna. C'est-à-dire qu'on voyait des chaînes où, effectivement, on avait ce matraquage médiatique jour et nuit, où les gens entendaient « il ne faut pas critiquer le chef de l'État, il ne faut pas critiquer le wali, il ne faut pas critiquer le sultan, etc. etc. » Pourquoi? Si vous faites ça, c'est le fitna et c'est le chaos. Donc on a mal interprété la religion pour finalement... soit vous êtes avec nous, soit c'est contre le pays. La religion, vous voulez dire la religion qui demande aux adeptes de respecter Awli al-Amr minkum. Voilà, le Jamia, le Medkhaliya, une branche des Salafiyya, etc. Tout ça, effectivement, a fait que ça dure depuis quand même 15-20 ans. Le troisième volet, c'est ce qui se passe aussi dans la région, c'est-à-dire en Syrie, en Libye. Vous avez vu, le peuple est sorti en Syrie, voilà, c'est 350 000 morts, le pays est complètement détruit. Le problème, c'est que l'État offre que cette vision binaire. Soit vous êtes avec nous, soit c'est le déluge. Soit c'est le déluge. Or, il y a plusieurs autres voies. Comme vous avez dit, dans d'autres pays, quand on critique, premièrement, quand je critique le gouvernement, je ne critique pas l'Algérie.
L'Algérie, c'est déjà un territoire. Donc ça ne veut rien dire de dire je critique l'Algérie. Je critique ceux qui gouvernent l'Algérie. Et j'ai le droit, en tant que citoyen, de critiquer le mode de gouvernance de l'Algérie. Donc aujourd'hui, ce qu'on critique aujourd'hui, on ne critique pas l'Algérie. L'Algérie, c'est Tarabna, c'est Demna, c'est là le lieu où on vit, c'est là où il y a notre famille. Donc critiquer l'Algérie, ça ne veut rien dire. Mais par contre, critiquer ceux qui nous gouvernent, c'est tout à fait légitime. Salah Dabouz, merci d'être avec nous, Salah Dabouz. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'abord, je rappelle, Nazim Taleb m'a rappelé quelque chose où Yahya, quand il a déclaré si le régime, il n'a même pas dit si l'État tombe, hein, il a dit si le régime. Si le régime tombe, tout le monde tombe. On ne peut pas être plus menaçant que ça. Mais sinon, Salah Dabouz, pourquoi certains de nos compatriotes, de nos concitoyens, très sincèrement, je ne parle pas des Baltagia, je parle des gens qui parlent en toute sincérité, considèrent que quiconque critique le régime, quelles que soient ses prédations, quelles que soient ses turpitudes, c'est une haute trahison, ce sont des gens qui veulent nous replonger dans la violence, ce sont des gens qui sont agités par la main étrangère, etc., etc. Bonsoir, merci. Bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. D'abord, il faut savoir qu'on est devant un résultat de propagande et de matraquage médiatique et de diversion pour faire peur au peuple qui dure depuis 88. Il y a eu du sang, des morts, des disparus. Il y a des exercices sur le terrain. Donc maintenant, il suffit de rappeler au peuple que si vous voulez déstabiliser le régime, vous allez revoir ce que vous avez déjà vu. Donc, les gens qui répètent ça, même s'ils sont sincères, peut-être que même eux pensent qu'on n'a pas le droit de rêver d'un système démocratique libre parce qu'on ne le mérite pas comme prétend le régime. Et où ils pensent qu'on n'est pas capable, en tant que peuple, de faire ça. Mais ça, c'est un résultat d'un matraquage et de propagande et tout ça. Donc, c'est clair. Vous ne pouvez pas prendre un peuple et le mettre dans un vase clos et lui faire subir tout ce qu'a subi l'Algérie. Et vous ne pouvez pas obtenir à la fin des gens qui vous disent « bon, il n'y a rien, on va quand même essayer de changer quelque chose, même s'il y a des risques qu'on a déjà vus ». Ça, c'est un constat qu'on dit à chaque fois et qu'on se met. De toute façon, ça, c'est le résultat de ce que fait le régime. Oui. Oui. Salah Dabouz, comment expliquez-vous, et après nous allons rentrer dans des cas précis pour montrer qu'on ne peut pas ne pas dénoncer ce régime, puisque ces scandales sont en train de créer de véritables clameurs publiques. Mais avant d'y arriver, comment expliquez-vous que ce même régime qui instrumente cette propagande pour faire dire que ceux qui attaquent le régime est en train d'attaquer l'Algérie, la nation, de la mettre en danger. Comment expliquez-vous qu'un tel régime, je vais vous donner quelques chiffres, ce sont les mêmes qui disent ça, qui installent leur famille à l'étranger. On sait que l'Algérie qui a eu à peu près 700 ministres depuis l'indépendance, il y en a 500 à peu près qui ont installé leur famille en France et en Occident. Il y a des milliers, je dis bien des milliers, d'officiers supérieurs, de cadres supérieurs du secteur public, de diplomates et autres fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui ont installé leur famille à l'étranger, en France notamment. Et les mêmes qui choisissent de vivre dans des pays où on critique normalement les États, empêchent les médias de critiquer leur régime qui leur a permis de s'installer à l'étranger. C'est quand même fou, c'est quand même hallucinant, non?
Oui, alors écoutez, la réponse à la première question, c'était pas une justification, c'était une explication et un constat. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas contents vont baisser les bras. Non, bien au contraire, nous avons constaté, par contre, des foyers de résistance très importants et très sérieux et promoteurs. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de gens de ces foyers de résistance, mais ça reste des foyers de résistance, c'est-à-dire sérieux, déterminés, voilà, beaucoup plus. Et que, moi, à mon sens, ça peut porter des fruits très, très intéressants. Maintenant, pour répondre aux gens qui disent qu'il ne faut pas critiquer l'État, le doula, le pays, il y a l'armée étrangère et toute cette nomenclature, je dirais simplement que quand quelqu'un est malade, par exemple, s'il a une tumeur dans le cerveau, ça devient très grave. Quand il va chez le médecin ne va pas s'amuser à lui dire « Vous avez un très bon estomac et vous avez une très belle denture, vous avez des muscles bien, vous avez un cœur et vous avez... » Mais vous pouvez avoir tout ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez une tumeur dans le cerveau, c'est suffisant pour vous mettre KO. Et donc, le médecin ne va pas vous faire tout l'état de bonne santé du reste de votre corps. Comme si, par exemple, vous êtes aussi dans un avion, vous êtes en plein air, vous avez un tableau de bord qui vous indique s'il y a un problème, mais quand il y a un problème, on ne va pas s'amuser à vous dire, bon, il y a un problème... un réacteur va lâcher, mais le reste de l'avion, tout va bien. Quand vous avez un problème sérieux, le reste peut partir à cause de ça. Maintenant, en Algérie, nous avons un problème très sérieux. Beaucoup de choses fonctionnent, je dirais même ça fonctionne malgré la mauvaise volonté du gouvernement, parce qu'il ne faut pas penser que toutes les bonnes choses, c'est la bonne volonté du gouvernement. Parfois, c'est malgré lui. Mais nous avons un problème à la tête de cet État. C'est comme une tumeur qui est maligne, qui risque d'emporter tout le pays. Si on prend qu'un seul problème, vous avez, par exemple, un taux de corruption grave. Et vous avez une impunité dans le système de justice. Dans un tableau de bord d'une voiture, vous avez beaucoup de témoins éteints. Et quand il n'y a pas d'huile, il y a un témoin qui s'allume pour vous dire « Attention, vous n'avez pas d'huile, vous risquez de couler le moteur. » Et si vous ne tenez pas compte, si vous ne tenez pas compte, c'est la voiture coule, le moteur coule. Restez avec nous. Salah Dabouz, Azdine Zahlani, Nazim Taleb, nous allons parler de quelques cas précisément, justement. Et après, on nous dira si on peut ne pas en parler. Par exemple, hein, on va commencer par un exemple. Monsieur Roul, Ammar il s'appelle, prénommé Sénator, pas le sénateur, Si. كما نقولوا احنا سي محمد سي الخضر سي ناطور يعني اللي ينطر سيناتور il a dit quelque chose d'absolument incroyable, vous allez l'écouter. Monsieur Roul. منصب رئيس الجمهورية اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدولة، ليس خيار أشخاص أو خيار حزب أو خيار طموحات فردية. خيار رئيس الجمهورية هو خيار الدولة، وعلى الأحزاب التي تعمل على بناء وتقوية الدولة أن تلتحم في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر، فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تاع عبد. Vous avez entendu? C'est pas, le chef de l'État ne doit pas être choisi par les individus, il dit même pas le peuple, lui. Hein. Il doit être choisi par le régime. Lui, il dit Doula. Ça veut dire qu'il doit être désigné
Le président, d'après lui, c'est un sénateur, ex-ministre, président du parti. Il est en train de nous dire le président ne doit pas être élu par le peuple. Il doit être désigné par le régime. Et il le dit alors que la constitution de son propre régime dit le contraire, que le président doit être élu. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas de ça? Nazim Taleb. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à des déclarations pareilles? À ce moment-là, si c'est le régime qui désigne, à ce moment-là, ce monsieur n'a plus lieu d'être. Il faut qu'il dissout son parti, tous les partis doivent disparaître, et c'est l'État, et le peuple doit partir ailleurs, puisqu'il n'a plus un mot à dire sur la gestion de son pays, et il gère l'Algérie entre eux. Pour moi, c'est ça. Puisque si, déjà, premièrement, c'est des déclarations anticonstitutionnelles, secondo, c'est des déclarations complètement irresponsables d'un chef de parti, parce que s'il est normalement un parti, c'est pour quand même animer la scène politique. Aujourd'hui, monsieur, il fait partie du tiers présidentiel. À la limite, il aurait même pu dire c'est le tiers présidentiel du Sénat qui doit élire le président. C'est-à-dire le président, il désigne le tiers présidentiel. Le tiers présidentiel, il non, c'est ridicule. Mais l'un dans l'autre, Nazim, l'un dans l'autre. Ce qu'il dit est absolument ahurissant. Mais l'un dans l'autre, s'il dit, c'est vrai. De 62 à ce jour, c'est le régime qui désigne le président, ce n'est pas le peuple. Oui, mais ça, on le sait. Oui, mais là, il le dit. Oui, mais ça, on le sait. Mais encore une fois, là, on est dans l'absurde. C'est-à-dire qu'avant, le citoyen algérien voyait qu'il était en dehors du champ de la décision politique. Mais là, on pousse le ridicule à son extrême. Oh, Quand on dit l'État, ça veut dire quand même que ce monsieur, il ne sait même pas de quoi il parle. C'est quoi l'État? Quand on dit c'est l'État, qui désigne? C'est quoi? C'est les institutions? C'est l'éducation qui désigne? C'est la justice? C'est quoi l'État? C'est pour ça que c'est ahurissant comme déclaration. Oui, bien sûr, dans la terminologie, il y a une confusion habituelle entre État et pouvoir politique. C'est des choses différentes. Mais vous avez parfaitement raison. C'est ce qui s'est passé depuis 1962. Sauf que là, il le dit. Là, il le dit, il l'affirme, mais auparavant, il avait une multitude de moyens pour dire aussi que ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas dit directement. Effectivement, les textes constitutionnels et autres, etc., parlent d'élections démocratiques, mais ils parlent de beaucoup de choses dans le texte constitutionnel qui ne sont pas du tout appliquées. Ils parlent d'égalité des citoyens, ils parlent d'un certain nombre de choses, mais vous savez, nous avons une constitution déclaratoire, sans plus, donc elle n'est pas véritablement au sens juridique une constitution. Elle ressemble un petit peu à celle des régimes soviétiques à l'époque. C'est des constitutions programmes, elles ne sont pas d'application immédiate. Qui changent à chaque fois. Voilà. Donc, c'est qui donnent de grands principes généraux, etc. Mais la grande partie des affirmations constitutionnelles, je dis bien, ne sont pas suivies de textes d'application et autres. Mais lui, quelle mouche l'a piqué pour dire les choses de cette façon? Tout le monde sait que c'est vrai, que c'est le régime, que c'est l'armée qui désigne le président, que le peuple, il va pour la parade seulement. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à le dire de cette façon? C'est comme si ça allait changer. Excusez-moi de vous interrompre. Si on cherchait une logique à ce qu'il aurait poussé un homme de cet acabit de dire cela, si on cherchait une logique, a priori, moi j'irais jusqu'à dire, en disant ça, en disant que c'est l'État, c'est-à-dire quelques personnes bien avisées et bien placées, qui correspondent dans son esprit à l'État, qui vont désigner le prochain président de la République, c'est peut-être que dans son esprit à lui, il est en train de préparer la population. Est-ce que la prochaine fois, les prochaines élections, l'homme qui va être choisi ne sera pas choisi selon l'humeur ou selon la santé ou selon le programme ou selon quoi que ce soit, mais selon d'autres rapports, c'est-à-dire de préparer, selon lui, l'arrivée ou le maintien de l'actuel président. Il parle du 5e mandat, justement. Voilà. Il prépare les gens, quelque part, au 5e mandat en disant que c'est une décision d'État. Salah Dabouz, sur la déclaration de M. Ramoul. Écoutez, ce monsieur, il fait exprès de faire l'amalgame dans les propos qu'il tient. Moi, je pense qu'il cible un peu les candidats potentiels pour leur dire que
Il y a un régime en place, c'est le régime qui va désigner le président. Vous n'avez qu'à vous. Mais tout le monde le sait, Salah Dabouz. Mais tous les candidats qui vont se présenter le savent déjà. Ça n'explique pas pourquoi il le dit aussi franchement, j'allais dire. Écoutez, par exemple, en 79, tout le monde savait qu'il y a un régime, mais personne n'osait déclarer. Mais quand vous le déclarez aujourd'hui, c'est comme si vous officialisez quelque chose, c'est-à-dire il est en train de défier, il essaie de défier tout le monde pour dire nous sommes là, nous constituons, comme a dit l'autre, le secrétaire général du FLN, c'est nous l'État. Donc vous avez l'un qui dit c'est nous l'État, l'autre qui vous dit c'est l'État qui désigne. Et l'État, quand il désigne, vous n'avez qu'à vous soumettre. C'est-à-dire, le message est clair. On tient le pouvoir, c'est nous qui décidons. Tenez-vous tranquille et c'est pas la peine de nous défier. C'est ça le message. À qui il est adressé, je ne sais pas. Moi, peut-être il peut être adressé aux candidats potentiels. Il peut même être adressé au peuple pour les décourager, parce que. Et moi, je dirais même, Salah Dabouz, je dirais même que, connaissant rôle, connaissant à quelle écurie il appartient, je serais très étonné qu'il puisse faire une telle déclaration sans le feu vert, voire l'injonction de son mentor, de celui qui le tient en laisse. Toutes les déclarations des gens du pouvoir, même les querelles qu'ils simulent, pour moi c'est des querelles qu'ils simulent, c'est des mises en scène pour créer un environnement dans lequel ils vont tirer profit à la fin. Alors, Salah Dabouz. Nous entendons que. Oui, poursuivez. Oui, elle va partir. Ouichia va être liquidé, puis après Ouichia il revient, il repart et il revient. Donc pour moi c'est des mises en scène. Il ne faut pas, à mon sens, donner beaucoup d'importance à ça. C'est rentrer dans la logique du régime. Il faut, à mon sens, changer les mécanismes du fonctionnement de ce régime, de cet État. Parce que si on commence à discuter pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans une machine qui ne tourne pas du tout, qui est en panne, qui ne fait que du bruit, qui fait que du cinéma, c'est-à-dire que cette machine a réussi à nous traîner dans sa logique. Alors, le deuxième sujet, moi je suis en train d'évoquer des sujets pour montrer si des sujets pareils, on ne peut pas en parler sous prétexte qu'on s'attaque à l'Algérie. Alors, l'autre sujet, c'est celui de M. Brahimi. Alors, M. Brahimi, diplomate de haut vol, nous dit-on, international, qui a fait partie d'organisations internationales, qui a été un grand négociateur dans de grands conflits, qui est connu pour souvent être montré avec M. Bouteflika. M. Bouteflika est en train de faire des moulinets comme ça, et lui est en train de faire semblant de lui parler. Et on nous dit même qu'il assiste à des tournages de ces scènes. On nous montre 30 secondes, mais en réalité, les tournages sont de plusieurs heures. Plusieurs heures pour avoir quelques secondes d'images à peu près valables. Alors il arrive et regardez ce qu'il va nous dire. Monsieur Brahimi commence par déclarer ceci, je cite, « L'Algérie souffre d'un problème de gouvernance et d'organisation. » Fin de citation. Plus loin, M. Lakhdar Brahimi semble apporter sa pierre au 5e mandat. Je le cite. « Le chef de l'État jouit de ses capacités mentales et cognitives. Sa mémoire est très forte. C'est lui qui me fait rappeler parfois des personnes et des dates. À part sa voix basse, il est en très bonne santé. Il gouverne, gère et suit les dossiers et toutes les affaires du pays. » Fin de citation. Quand même fort de café, des années. Alors, il joue au médecin en même temps. Il dit qu'il est en très bonne santé.
il y a eu avant lui des déclarations qui venaient de tous les sens, de chefs de parti, de personnes qui disent « moi j'ai vu le président français et autres, etc. » Ce qu'il est demandé, si la question est posée fondamentalement, ça fait plus de 5 ans que le président de la République ne s'exprime pas et n'exerce pas, ce qui est grave, dangereux, est illégal, parce que ces fonctions-là, justement, qu'il n'exerce pas, sont exercées par d'autres proches de lui, ces fonctions que la Constitution lui donne à lui seulement et uniquement. Et là, on assiste à une forfaiture, c'est-à-dire un grave crime institutionnel où des individus, des personnes qui ont, à titre ou à un autre, s'accaparent de fonctions officielles, en l'occurrence de fonctions du président de la République. La rumeur, ce n'est pas la rumeur. Les déclarations des uns et des autres, alors, le seul, comme je l'ai déjà dit une fois, apte à nous dire qui est-ce que le président de la République est capable ou pas, c'est le Conseil constitutionnel. Au lieu d'appeler Brahimi ou X ou Y, que le Conseil constitutionnel de Meddelsi se réunisse et prenne sa responsabilité et déclare à même le malin devant tout le monde que le président de la République jouit de toutes ses facultés. À la suite d'un examen par des médecins. Ah oui, bien entendu. Dans le cadre d'une certaine... Il y a une procédure. Procédure. Voilà. Maintenant, comme pour le dernier mandat, où il y a eu un certificat médical pour pouvoir se présenter. Qui a été donné dans un cadre très... comment dirais-je, collaborationniste, oui. N'est-ce pas? Parce que les vrais médecins ont refusé. Oui. Et ils ont dû appeler un médecin sous ordre pour lui signer un certificat médical. On dit un médecin militaire. Voilà. Ouais. Quand je dis sous ordre, c'est de cela qu'il s'agit, qui donc n'a pas... c'est pas le serment d'Hippocrate. Et dont le nom n'a pas été rendu public. Il a été rendu public. Ah bon? Oui, il a été rendu public. Dans les officines... Les personnes que vous connaissez le connaissent aussi, connaissent ce monsieur. Et dans tous les cas... Quand M. Benfree s'est présenté au Conseil constitutionnel, il avait parlé d'un certain nombre de choses, mais il n'avait pas du tout parlé de cet élément fondamental concernant la capacité du président de la République à se présenter à un 4e mandat. Là, maintenant, il ne faudrait pas qu'on retombe dans la même histoire. Nous affirmons que le président de la République est inapte, est incapable d'exercer des missions. Primo. Et encore moins de se présenter. Deuxièmement, nous demandons à ce que ce président-là, on ne va pas laisser jusqu'à la dernière minute, mais vous mettre les gens comme ça s'est passé depuis le 1er, 2e, 3e, 4e mandat, où il s'annonce à la dernière minute pour pouvoir s'imposer. Il faudrait qu'il annonce dès maintenant son intention de se présenter, bien entendu, le mieux qu'il annonce dès maintenant son intention de ne pas se présenter pour permettre le jeu démocratique et les partis du pouvoir ou de l'opposition, etc., pour se préparer, et dès maintenant, en tout cas, avant le ramadan. Parce qu'après, c'est l'été. Je voulais dire autre chose, mais bon, c'est passé, mais ce n'est pas très important. On assiste au même scénario concernant ce monsieur. Le chef de l'État est de notoriété publique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de preuves. Et hors d'exercer ses fonctions. La preuve, c'est qu'il ne parle pas depuis 5 ans. Et il peut tout simplement, comme il a parlé à Brahimi, s'exprimer devant la population, voilà. Prendre un micro et parler. Et même ça ne les gêne pas, vous voyez, même ça. Ils ne parlent pas à nous. Et eux, ils viennent et nous disent « Ah, si, il nous a parlé ». Et ils nous le disent en le regardant dans le blanc des yeux comme ça. Et ils vous disent « C'est nous qui avons raison ». Et vous êtes contre l'Algérie parce que vous dites le contraire. C'est ça les éléments constitutifs d'une forfaiture. Nazim Taleb. Concernant l'état de santé de Bouteflika? Évidemment. Bon, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Non, concernant la déclaration de M. Brahimi qui arrive et qui nous dit de façon très forte que, d'abord, il commence à dire qu'il n'y a pas de gouvernance dans ce pays. Ce pays est très mal gouverné. Et puis il nous dit, non, c'est Bouteflika qui dirige. Dans l'article de Bachir Brahimi, bon, au-delà du fait que, pour moi, Bouteflika n'est que le symbole d'un État en déliquescence et la faillite d'un système. Et finalement, il n'est que l'image d'un État, comme le rappelait l'ancien ministre. Moi, je ne l'appelle pas un État, c'est vraiment un régime. Donc, c'est un régime en déliquescence, c'est un régime qui est en faillite. Bon, pour revenir aux déclarations de Lakhdar Brahimi, moi, je relève quand même certaines contradictions.
Alors, au-delà du fait qu'il répète un petit peu ce que le président français a dit, c'est-à-dire qu'il a toutes ses capacités mentales et cognitives, je laisserai les Algériens apprécier. Hein. Les images sont là, ils n'ont qu'à apprécier l'état de santé de leur président. Il n'en demeure pas moins que son article, il dit que pendant la présidence de Bouteflika, il a réussi à vaincre le DRS. Il a limogé Mohamed Al-Ammari, il a limogé Tsofiq. Donc c'est lui le véritable décideur. Et c'est grâce à lui qu'on a installé un état civil en Algérie. Un paragraphe plus loin, sur l'ouverture des frontières au Maroc, il dit « Ah, Bouteflika, ça ne dépend pas de lui. Si ça dépendait de lui, il aurait ouvert les frontières parce qu'il croit réellement à l'Union maghrébine. » Exactement, c'est clair. Donc le premier paragraphe, c'est lui le décideur et c'est lui qui a vaincu toutes les forces qui l'entouraient. Et après, il dit ça ne dépend pas de lui. Un paragraphe plus loin, il dit tout à fait le contraire, c'est-à-dire ça ne dépend pas de lui, il ne peut pas ouvrir la frontière. C'est comme quand il a dit, l'Algérie n'est pas gouvernée, et puis il dit Bouteflika gouverne. Voilà, donc moi c'est ça, c'est que comment croire quelqu'un qui me parle de l'état de santé de mon président quand dans le même temps, il dit la chose et son contraire. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Salah Dabouz, sur le même sujet, et après on va passer à un sujet un peu plus chaud. Écoutez, c'est très simple. Quand un président est en bonne santé, celui qui le visite ne parle jamais de sa santé. N'importe quel président au monde, quand il reçoit quelqu'un, quand il sort, il parle de relations, de projets à développer, etc. Mais si vous avez un président qui, à chaque fois que quelqu'un le visite, quand il sort, il nous assure qu'il est en bonne santé, mais ça veut dire, pour moi, c'est très simple, ça veut dire qu'on essaye de nous cacher une vérité tout simplement, et puis ces gens-là ne font pas gratuitement. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'à chaque fois que quelqu'un rentre chez le président, quand il sort, il nous assure il a toutes ses capacités mentales. Donc ça veut dire que le problème, c'est les capacités mentales. Et comme a dit Ben Chérif, quelqu'un qui lui a dit le président a toutes ses capacités mentales, il lui a rappelé qu'un AVC, justement, c'est un accident vasculo-cérébral. Et donc le problème, justement, il est là. Oui. Et maintenant, quand Brahimi dit que l'Algérie est mal gouvernée, que c'est Bouteflika qui gouverne, ça veut dire que Bouteflika gouverne mal. Soit il n'a pas ses capacités, soit il ne sait pas le faire, c'est tout ce qu'il sait faire. S'il est en bonne santé et que c'est lui qui gouverne et que l'Algérie est mal gouvernée, c'est encore pire. C'est-à-dire que le président gouverne très mal. Et si l'Algérie est très mal gouvernée et comme beaucoup de gens doutent, le président n'a pas toutes ses capacités physiques et mentales, ben c'est toujours la même chose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la situation de l'Algérie. C'est l'Algérie qui est mal gouvernée. Et restez avec nous, Salah Dabouz, je reviens à vous. Restez avec nous. Le troisième sujet qui va être un peu plus chaud, Naïma Salhi, présidente de parti, fait des déclarations absolument effarantes. Au sujet de la rougeole, elle a dit que ce sont les berbéro-sionistes. Elle aurait dit, je mets au conditionnel, c'est ce que rapportent plusieurs journaux, elle aurait dit que ce sont les berbéro-sionistes qui injectent en quelque sorte la rougeole au Sahara pour la vider de ses habitants et pouvoir donc se l'accaparer, ce Sahara. Et par ailleurs, elle dit non, c'est Israël qui est en train de propager la rougeole en Algérie pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Nous allons écouter ou voir. Naïma Salhi. Ah, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Azdine Zalani. Donc, Naïma Salhi aurait dit, ça reste à prouver, moi je l'ai pris dans les journaux. Elle aurait dit que donc, les berbéro-sionistes auraient donc injecté ou propagé cette rougeole au Sahara pour vider le Sahara de ses habitants originels et pouvoir donc se l'accaparer. Plus loin, elle dit non, ce sont les Israéliens qui ont fait ça.
Alors, à votre avis? À mon avis, c'est que déjà le problème de Naïma Salhi est déjà en soi une question qu'il faudrait à la limite éviter. Je me pose la question, comment se fait-il qu'une personne ou une personnalité comme Naïma Salhi puisse bénéficier, je dis bien bénéficier, d'autant de présence médiatique? J'ai quelque part des questions à poser. Si j'écarte ce dernier sujet qui n'est pas confirmé, là où il y a eu le buzz, là où il y a eu énormément, et quelque chose d'extraordinaire, c'est ces déclarations à propos de l'enseignement de la langue berbère, où elle déclarait qu'elle n'accepterait pas que sa fille apprenne le kabyle, Oui. et qu'elle aurait voulu qu'elle apprenne autre chose, etc., dans d'autres déclarations et tout ça. Et ça, elle a subi quelque chose pour des déclarations de ce genre. Les militants de la langue berbère connaissent cela depuis des années. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle que les Algériens, même le président de la République lui-même l'a dit. Si je mets ça au référendum, la langue amazigh au référendum, la majorité des Algériens ne voteraient pas. C'est pour ça que je le fais par le Parlement, tout simplement. Et donc, cette question n'est pas encore... Mais elle ne l'a pas fait un peu dans la provocation? Elle ne l'a pas fait un peu par méchanceté? Moi, je ne vais pas prendre sa défense, mais moi, personnellement, probablement, je crois d'abord à une tentative de diversion pour pouvoir éviter les sujets importants tels l'état de santé du président, etc., pour gagner du temps jusqu'à l'été, puis jusqu'à la prochaine séance. Mais fondamentalement, dans le fond, pour aller dans le fond, pour voir un peu le problème que pose Naïma Salhi, mais qu'elle a mal posé. Je ne veux pas la défendre, mais c'est des problèmes réels. Premièrement, il y a une thèse qui a cours en Algérie, qu'on peut appeler la thèse ethno-linguistique. Contrairement à ce que stipule la Constitution, qui dit que la langue amazigh, la langue berbère, est la langue nationale, la langue de la nation. On assiste toujours à des gens qui disent que la langue berbère appartient à ses locuteurs. Comme si nous, là, ici, on n'a pas le droit de parler en français, ou si les Indiens de l'Inde n'ont pas le droit de parler en anglais, ou pratiquement la moitié de la planète parle en anglais. La langue n'appartient pas à ses locuteurs. A fortiori, la langue berbère est une langue vraiment nationale, et même nord-africaine. Et il s'agit d'aller partout en Algérie où on voit la terre s'exprimer, la toponymie. Si on voit le mot Tlemcen, Tlemcen, si on voit le mot Wahran, c'est le mot Fahert, c'est le mot Tismsilt. Tous les noms de lieux partout parlent en tamazight. Elle est véritablement nationale. Maintenant, certains veulent absolument en faire la langue de ses propres locuteurs. Une manière de se l'accaparer. Et ça, c'est une manière de l'étouffer. Autrement, la question qui aurait pu être posée, pourquoi, effectivement, Naïma Salhi dit, moi, je ne laisserai pas ma fille apprendre le kabyle, le chaoui, le tergui, par exemple. Mais pourquoi a-t-elle pu s'exprimer ainsi? Parce que tout simplement, l'enseignement de la langue n'est pas obligatoire. Il est facultatif, et pour ce qui est des enfants, donc il est laissé à l'appréciation des parents. Et comme cette Madame Salhi est parent, elle a le droit encore de dire, puisque l'enseignement de la langue berbère n'est pas obligatoire, et elle n'a pas été rendue obligatoire par l'État, malgré sa constitutionnalisation, en tant que langue, ce n'est pas obligatoire au niveau scolaire, eh bien, elle s'est exprimée en disant « je ne le permettrai pas ». C'est facultatif. Je continue si vous permettez. Mais il reste 3 minutes. Il faut que les autres invités parlent aussi bien sur le sujet. Mais 30 secondes, Aziz Alani. Et pourquoi le berbère est-il confiné à une seule région? Pourquoi est-il confiné à 99% en Kabylie? Pourquoi la question des caractères, qu'on appelle caractères latins, alors que ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit? Il s'agit de l'API, c'est-à-dire de l'alphabet phonétique international, et ça, les linguistes le savent. Ce n'est pas du tout le caractère latin, ni encore moins le caractère français qu'elle dit, c'est l'API, c'est-à-dire le caractère des linguistes
pour étudier le somalien, le swahili, l'égyptien, le copte. Toutes les langues africaines et asiatiques sont écrites en API. Alors, je vais vous proposer quelque chose, et je n'aurai pas le temps de donner la parole aux autres invités sur le sujet. Azdine Zailani, moi je vous propose une chose, qu'on fasse une émission sur ça. C'est très très important. C'est un sujet très très important. Vous ne pourrez pas donc parler de tout. On voit bien que vous êtes passionné par le sujet. Et nous aussi. Moi, je vous propose une chose. Il ne reste plus de temps. Oui. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au courant de la semaine. On va organiser une émission sur ce sujet. Comme ça, on va pouvoir en parler. Je suis désolé, Nazim Taleb, de ne pas revenir vers vous. Je suis désolé, Salah Dabouz. Vraiment, on est pris par le temps. J'ai mal géré un peu la répartition des sujets. Je voulais juste dire qu'à Blida, un automobiliste, à la sortie d'une école, a foncé sur des élèves et sur des parents d'élèves. Il a provoqué plusieurs morts. On ne sait pas encore si c'est un attentat, mais il semble bien que ce soit le cas. En tout cas, plusieurs morts sont à déplorer et plusieurs blessés. Merci à Azdine Zailani, merci à Nazim Taleb, merci à Salah Dabouz, merci à vous, chers amis. Je suis désolé auprès de mes deux invités, Nazim Taleb et Salah Dabouz, de ne pas être revenu à eux pour traiter de ce dernier volet. Je voulais vous dire, je suis désolé, je voulais vous dire que si on a parlé de ces sujets, c'est qu'on est forcé d'en parler. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la haute trahison que d'en parler. Merci beaucoup. B'khawa la khair, b'slama.